On va commencer tranquillou avec une photo toute bête de Joe Biden qui reçoit sa troisième dose de vaccin. Il en a fait bien sûr un événement médiatique, mais plutôt que d'inviter des journaleux à la Maison-Blanche, l'équipe du président a décidé de reconstruire une partie de la Maison-Blanche dans la salle de presse. Et le plus étonnant là-dedans, c'est que tous les journalistes, sans se poser de questions, jouent le jeu. Et dans les journaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit Joe Biden se faire vacciner à la Maison-Blanche. Alors tu me diras, c'est pas bien grave, tu vois, c'est juste une image de com comme une autre. Mais je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment avec l'information, avec les médias. Il suffit parfois de juste faire un tout petit pas de côté pour se rendre compte que ce qu'on pensait être la réalité est en fait juste une mise en scène. Amis réfractaires, bienvenue dans la revue de presse. On va commencer évidemment avec ce que tous les journaux disent. Évidemment, c'est le début de la COP 21, de la COP 25, de la COP 26, pardon, c'est dur à suivre. Alors pour ceux qui sont pas au courant, les COP, c'est une espèce de think tank où il y a des dirigeants qui arrivent pour essayer de réfléchir sur l'écologie, le tout dans des hôtels de luxe. Une fois par an, à la longue, ces gens-là, ils doivent choper des petites habitudes rien que pour eux. Tu vois, c'est un peu comme l'équipe de France où tu as plein de joueurs de différents pays qui se rencontrent à peu près une fois par an pour faire une compétition, tu vois. Sauf que là, en l'occurrence, vu que c'est pas l'équipe de France, ils perdent tous leurs matchs et qu'il n'y a pas de remplaçant. Du coup, c'est problématique. Et à côté, t'as des militants écolos qui font du bruit à dire que tout ça, c'est du blabla et du théâtre. Bla bla bla, bla bla bla. Mais pas un truc joyeux, plutôt genre une tragédie dans un palais écossais, tu connais les bails. Et du coup, ils organisent une contre-COP avec pas mal de conférences très intéressantes, notamment sur l'agroécologie cubaine, dont on parlera prochainement. Mais laissons de côté pour le moment les camarades, on va plutôt se concentrer sur les dirigeants. Faut bien comprendre que c'est pas leur truc, l'écologie. Et du coup, la première journée de la COP 26, ça a été juste fait pour parler de ce qu'ils appellent la finance verte. Voilà. Donc la finance verte, c'est pour dire à des millionnaires qu'ils peuvent encore gagner plus d'argent s'ils mettent un peu des logos verts dans leurs investissements. Mais ce qui est pas faux d'ailleurs, parce que s'ils font des trucs écolos, ils peuvent choper des subventions, ils peuvent choper un public beaucoup plus riche, et du coup, ils vont se faire de la thune. Alors ça va pas être écolo, mais ils vont se faire de la thune, mais au moins ce sera la première fois qu'une COP 21 remplit au moins la moitié de ses engagements. Mais au moins ça montre que la bourgeoisie voit l'écologie comme elle voit le reste du monde, c'est-à-dire comme une opportunité de se faire du fric, de développer un marché et de pouvoir renforcer sa puissance. Mais heureusement, tu as les médias français qui sont là pour faire le travail sérieux. Et pour eux, le travail sérieux, il est très simple. Ça consiste à prendre une annonce bidon qui est faite pendant cette COP et faire croire que c'est quelque chose d'incroyable, alors que par rapport à la réalité de ce qu'on a besoin, c'est ridicule. Genre, par exemple, il y a les pays qui représentent 40% des émissions de méthane qui se sont mis autour de la table, et ils ont tous décidé d'être plus gentils entre eux et avec la planète, et du coup, ils ont dit on va réduire de 30% les émissions de ce gaz d'ici 2030. Une décision présentée comme importante, puisque le méthane accélère le réchauffement climatique plus vite que le dioxyde de carbone. Et il y a d'autres pays aussi, dont la France d'ailleurs, qui se disent tiens, on va essayer de moins déforester parce que les arbres c'est gentil, et du coup, voilà, on s'engage vraiment à ne pas déforester. Sauf encore une fois qu'il n'y a pas d'engagement en fait. Il n'y a pas d'engagement, c'est pas contraignant, tu vois. Et on se souvient de Laurent Fabius, tu vois, à la COP 21, qui tape sur le marteau en disant nous avons sauvé le monde. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Et en fait, il n'y a rien qui a changé. Parce que, en fait, il s'engage sans contrainte. Et du coup, il n'y a personne qui tient ses engagements. Et du coup, il ne se passe rien. C'est comme Métacryptique qui parle souvent de la charte de l'écologie dans la Constitution française. Elle est belle, il faut dire qu'il faut protéger la nature, machin. Mais en vrai, vu que c'est pas contraignant, et tout le monde s'en fout. Mais là, c'est pareil. Ils font juste des déclarations de sauver le monde. Et ils la refont encore et encore. Et c'est la 26e fois. Il n'y a rien à attendre de la COP21, évidemment. C'est juste des dirigeants qui sont coincés dans leur logiciel, qui sont coincés dans leur intérêt, qui sont coincés dans leur stupidité, qui fait que de toute façon, ils ne vont jamais faire les mesures nécessaires, parce que s'il fallait faire les mesures nécessaires, il faudrait transformer tout le modèle de production, il faudrait faire table rase de tous les enjeux de pouvoir avec telle entreprise, telle banque, tel machin, et déjà que la France se plie devant Sanofi ou se plie devant Total, alors pour réorganiser toute l'économie, tu penses bien qu'ils vont pas y aller vraiment, quoi, tu vois. La seule chose qu'ils vont faire, c'est des petites annonces de communication. C'est la seule chose. En fait, les gens, ils veulent pas remettre en cause la cause principale du dérèglement climatique. Voilà, c'est tout. Et du coup, à partir de là, en fait, il n'y a rien à espérer. Ça fait plus de 4 ans et demi maintenant qu'on est tous ensemble avec la Macronie. Et malgré toute cette vie-là, toutes ces années, ils nous surprennent encore dans leur médiocrité, dans leur merditude, dans leur perversité, quoi. C'est incroyable, hein. Par exemple, t'as Castex qui a vu que le prix de l'essence était en train de flamber, comme tous les prix qui sont nécessaires pour vivre, l'électricité, la nourriture, toutes ces conneries-là. Et du coup, il s'est dit, tiens, face à l'augmentation de tout ce qui nous est nécessaire pour survivre, on va faire quoi? On va faire un chèque, le chèque Castex. Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 € qui sera versée aux Français. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque sorte, aux Français qui gagnent moins de 2 000
€ net par mois. 100 €, ça fait un plein et demi, sachant que tu vas avoir la moitié qui va partir en taxes directement pour l'État, tu vois, il est malin Castex, hein. Et surtout, l'autre moitié, ça va partir pour enrichir Total et l'Arabie Saoudite, voilà. C'est ça le deal, voilà, 100 € qui vont partir pour l'Arabie Saoudite, Total et l'État, super. Total, pour rappel, qui a fait un bénéfice de 5 milliards d'euros en un seul trimestre et qui a vu son bénéfice être multiplié par 23. Et face à ça, il n'y a pas de taxation sur les surprofits, tu vois. Ça aurait pu être un modèle un peu plus périn, tu vois, de dire, on va taxer Total proportionnellement à l'augmentation du prix de l'essence pour que tout le monde en France puisse circuler et puisse vivre, en fait. Ça aurait pu être intelligent, ça aurait pu être un peu structurel. Mais non, la seule chose qui se sont dit, c'est on va envoyer un chèque avec marqué Macron, avec marqué 100 balles. Comme ça, tous les électeurs vont savoir que Macron a donné 100 balles. Alors que ça résout en rien les problèmes. Alors que c'est notre pognon. Mais c'est le petit geste électoral. Rien de structurel, se mettre à genoux devant les multinationales, tout ça pour des effets de communication. Ça résume bien le mandat d'Emmanuel Macron. De l'argent pour essayer d'acheter des votes, mais sauf que si c'est Macron qui est élu, vu ce qui nous attend avec l'austérité qu'il nous a promis, en fait c'est vraiment la carotte pour se refaire bouffer une seconde fois. Parce que c'est notre projet! Non mais ça va rien changer, c'est sûr, il n'y a pas de remise en cause de la pauvreté, de la taxation, de l'imposition, il n'y a pas de remise en cause des marchés, parce que c'est les marchés, eux aussi, qui négocient le prix du pétrole et qui préfèrent plutôt gérer des contrats courts avec des prix variables plutôt que des contrats longs avec des prix fixes qui nous permettraient pourtant d'avoir des bas prix et de pouvoir planifier en fait le truc. Là, c'est juste de l'improvisation totale. Et du coup, vu qu'aucune des causes de l'augmentation n'a été résolue, on ne peut espérer à l'avenir qu'une augmentation des prix. Et du coup, quand les prix vont réaugmenter, qu'est-ce qu'il va faire Castex? Il va renvoyer un chèque? Renvoyer un chèque de 100 balles? Peut-être un chèque de 200 balles? C'est pas un système qui tient. Il y a un truc aussi marrant avec l'électricité, qui augmente, évidemment, comme tout le reste. Et ça, c'est le Vent se lève qui partage cette info que je trouve incroyable, que je connaissais pas. C'est qu'en gros, l'Union européenne oblige EDF à vendre 25% de sa production d'électricité. Parce qu'évidemment, l'électricité, il faut mettre en concurrence ces trucs, du coup, il ne faut pas de monopole, du coup, il faut forcer les monopoles à créer de la concurrence. Sauf que la concurrence n'achète pas l'électricité au prix coûtant, tu vois. Parce que sinon, autant qu'ils la fassent eux-mêmes, cette électricité. Et du coup, ils achètent l'électricité à EDF en dessous du prix coûtant. C'est-à-dire que EDF vend à perte 25% de l'électricité qu'elle produit. Et ça produit une hausse des prix qui n'est juste, mais pas justifiée du tout. Pourquoi il y a de la concurrence au niveau de l'électricité? C'est nous qui avons payé les réseaux électriques, c'est nous qui payons pour la production électrique. EDF, c'est une entreprise publique, à peu près, de moins en moins, mais quand même. Pourquoi est-ce qu'on devrait donner de l'argent à des entreprises qui vont faire encore plus de marge sur nous? Du coup, tu vois, si tu voulais résoudre le problème de l'électricité, ok, tu désobéis à cette règle à la con qui n'a aucune légitimité. Mais non, parce qu'évidemment, Macron ne va pas se dresser face à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un chèque. Avec nos impôts, évidemment, avec la taxation, tout ce qu'on a dit. C'est pas mal, hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en phase finale de la Macronie. Ils sont littéralement en train de balancer du fric pour acheter du vote. Il n'y a pas plus bas que ça. Enfin, il y aura plus bas, ça va être la saloperie qu'ils vont nous faire dans 2 semaines, évidemment, on connaît la Macronie, mais là, quand même, on touche quelque chose de symbolique. Et pour les jeunes, il y a une annonce très importante, très grande qui va tous nous aider, ça s'appelle le contrat engagement. Parce qu'apparemment, il y a des contrats non engageants, tu vois, comme les merdes qui sortent de la COP ou les programmes politiques, j'imagine quelque chose comme ça. Et du coup, ce contrat engageant va permettre de filer 500 balles à des jeunes entre 16 et 26 ans contre des formations et contre la présence auprès de la mission locale. Et ça existait déjà avec la garantie jeune. Donc en gros, tu mets plein de gamins dans une salle avec très peu de budget, avec des personnes qui sont assez débordées, et tu improvises des formations pour essayer de faire ton CV et essayer de faire ta lettre de motivation pour mendier des stages à la con, et surtout pas du boulot, parce que de toute façon, il n'y en a pas, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a cette réalité incroyable qui existe en France, c'est qu'il y a 12 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Et même quand le gouvernement dit qu'il a lutté contre le chômage, il ment. C'est que la catégorie A qui a baissé seulement parce que la B et la C ont augmenté. Et en clair, pour ceux qui comprennent rien, comme à peu près tout le monde, parce que c'est pas clair du tout leur connerie, c'est juste que tu as eu pas mal de gens qui, au lieu d'avoir une longue période de chômage, ont dû enchaîner quelques petits boulots à la suite, mais sans forcément trouver une stabilité. Du coup, ça résout pas du tout le problème. C'est juste que ça fait baisser artificiellement le chiffre du chômage, et tous les médias balancent que oui, Macron a réussi, patati patata, enfin bref, vous connaissez la chanson. Bon, d'ailleurs, je vous ai menti. Voilà, je vous ai menti, je vous ai pas dit toute la vérité. En fait, le contrat engagement, c'est pas quelque chose qui se rajoute sur la garantie jeune, c'est quelque chose qui remplace la garantie jeune. Voilà. Il y avait un système qui permettait aux jeunes d'avoir un peu de thunes quand tu es en grosse galère. Et du coup, Macron il s'est dit, tiens, les jeunes sont en galère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la garantie jeune par un contrat engagement qui va faire exactement la même chose, sauf qu'on rajoute des conditions d'entrée qui font que ça va être encore plus difficilement accessible par les jeunes. Voilà.
C'est ça qui est censé combattre la misère, du coup. Non, parce que c'est quand même important de manger, et les jeunes, ils ont faim, en fait. Et c'est l'humanité qui en parle dans sa une. Et pourquoi ils ont faim? Tout ça parce que les gouvernements, ils ont eu la bonne idée de décorréler le budget du Crous avec le nombre d'étudiants, obligeant les jeunes, du coup, à mendier des associations étudiantes. Mais forcément, il n'y en a que quelques-unes qui arrivent à avoir du fric. Et ces quelques-unes, évidemment, c'est ceux qui sont potes avec la Macronie, c'est la FAGE, qui sont historiquement attachés à la Macronie et qui complotent avec eux dans les universités. Voilà. Donc la Macronie affame et dans le même temps, elle sert le repas chaud. C'est malin. Bastamag, eux, nous apprend que la police macronienne a demandé aux associations de prévention contre la drogue de dénoncer les organisateurs de teuf. Voilà, quelle belle idée. Bah oui, pourquoi faire de la prévention quand on peut utiliser la violence? Et dans le même temps, la Macronie a acheté des chars, oui, voilà, des chars pour lutter contre les manifestants, d'accord? Voilà. Et ça a coûté 55 millions d'euros pour mieux faire comprendre la pédagogie du gouvernement, évidemment, hein, c'est pas pour autre chose. Des policiers toujours plus équipés et protégés, comme l'assassin de Zineb Redouane, qui n'aura même pas de conseil disciplinaire pour son meurtre. Oui, parce qu'ils ont buté une personne et l'enjeu, c'était pas de savoir s'ils allaient en procès, c'est pas de savoir s'ils allaient être condamnés, c'est de savoir s'ils allaient aller en conseil disciplinaire. Voilà. Et du coup, ils n'ont même pas été en conseil disciplinaire. Du coup, ils vont juste faire une formation, tu vois. Du coup, les formations de Macron, ça permet de faire baisser le chiffre de chômage de manière totalement artificielle et de blanchir les flics assassins. Donc voilà, les jeunes, nous, maintenant, on a juste le droit à avoir une garantie jeune qui a changé de nom, qui est devenue plus restrictive. On a le droit de mendier aux associations macronistes un peu de nourriture. On a le droit d'aller en teuf, mais on va se faire réprimer par des flics qui ne seront jamais punis. Et pour tous les autres, c'est 100 balles et le droit de fermer sa gueule. Et après, il y a encore des gens qui vont dire « Mais non, ça va tenir, la Macronie, il va jamais se passer, les gilets jaunes, c'est terminé, machin. » Non mais ça va péter à un moment, ça va péter, c'est obligé. Je sais pas quand, je sais pas où, mais ça va péter. Prochain article, c'est Le Vent se lève, qui se pose une très bonne question. Pourquoi est-ce que le mouvement contre le pass sanitaire a échoué? Parce que visiblement, il a échoué, et les manifs sont de moins en moins suivis, et le pass sanitaire est toujours là. Du coup, visiblement, c'est un échec. Mais on va essayer de comprendre pourquoi et savoir si c'est vraiment une défaite. Et pourtant, ça avait bien démarré. On avait réussi à faire ce que de nombreux syndicats ne tentent même pas, c'est-à-dire mobiliser en plein été. Et les sujets de contestation, ils étaient nombreux et légitimes. La violation du secret médical, la fin de l'égalité entre les citoyens, la restriction de la liberté de circulation, tout comme l'accès au commerce. Tout d'un coup, par la simple décision d'un seul homme avec une légitimité un peu douteuse, on parle de Macron quand même, tout d'un coup, tu as eu des milliers, voire des millions de personnes qui se sont transformées en flics et qui ont appliqué la règle bête et méchante de savoir si cette personne-là a le pass sanitaire ou pas. Tous les commerçants sont devenus des flics juste parce que Macron l'a décidé. Mais c'est sanitaire, nous dit-on, c'est pour sauver des vies? Oui, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'au moment de l'instauration du pass, en fait, les plus de 80 ans et toute la population à risque étaient déjà vaccinés, en fait. C'est juste les jeunes qui se sont vaccinés au moment où on a fait du chantage. En plus, le vaccin, comme vous savez, il ne protège pas des contaminations. Du coup, que tu sois vacciné ou pas, tu contamines. Et si t'es pas de forme grave, t'es juste vacciné, mais tu contamines quand même. Du coup, en fait, c'est juste des protections individuelles. C'est pas une protection collective. Comme le dit Le Vent se lève, le pass n'a rien de sanitaire, mais tout de politique. Et on est nombreux à l'avoir vite compris ce truc-là qui n'allait pas, et il faut dire qu'on avait quelques doutes à la base, parce que nous, on a une mémoire, et on se rappelle que nous n'avons pas un gouvernement neutre qui lutte contre une épidémie. On a un gouvernement qui, de base, avait déjà une vraie volonté d'appliquer des lois autoritaires. Ceux qui ont mutilé les gilets jaunes, ce sont les mêmes qui nous privent aujourd'hui de bars et de restos, et qui instaurent une société d'autosurveillance sous couvert d'arguments sanitaires, qui va étrangement toujours dans la même direction, la direction de l'enrichissement des plus riches, la surveillance des plus pauvres et le poussement d'un État policier. Avec des tarés en France qui veulent empêcher les non-vaccinés d'aller au bus ou même de toucher le RSA histoire de rajouter de la misère totale à l'exclusion. Sanitairement, ça n'a aucun putain de sens et ça montre bien ce qu'ils ont dans le crâne, ces gens-là. Et tout ça alors que Macron s'était engagé à la télé au début que le vaccin ne serait jamais obligatoire. Et le Parlement avait aussi voté un truc en disant que jamais le pass sanitaire ne sera utilisé pour les endroits courants de la vie, les endroits communs de la vie, genre le cinéma, le bar, tout ça. 2 mois plus tard, ils votaient le pass sanitaire. Ces mecs n'ont aucune parole. Bref, faute de crédibilité, le pouvoir abuse de violence, de police et de sanctions parce qu'en fait, il est faible, parce qu'il sait pas quoi faire d'autre, parce qu'il peut pas convaincre autrement. Les mecs, ils attendaient juste la bonne excuse, elle a été sanitaire, elle aurait pu être autre chose, pour pouvoir taper et surveiller un maximum les pauvres. Et le pouvoir ira jusqu'au moment où il trouve une limite, jusqu'au moment où il y a une réaction qui lui impose de s'arrêter, et c'était précisément ça le rôle du mouvement contre le pass sanitaire. Mais pour Macron, tenir tête aux manifs, ça a été un moyen de chouchouter son électorat vieillissant largement favorable aux mesures liberticides, de même chez les cadres.
Et un bon moyen aussi de faire oublier ces énormes erreurs en jouant évidemment au bouc émissaire. Voilà, c'est la faute de l'antipass si tout merde, c'est pas du tout de ma faute qui est niqué tous les lits d'hôpitaux et tout ça. Non, c'est de la faute des antipass, c'est de la faute des antivax, ils sont complotistes. Et du coup, ils nous privent de liberté non pas pour des raisons sanitaires, mais bien pour des raisons électoralistes. Se rajoute à ça évidemment le traitement médiatique qui râle à pâquerette, qui ramène constamment le débat au niveau zéro de la politique et toute une discorde au niveau du corps social, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des familles, qui fait que ça s'engueule de partout pour plein de raisons différentes et du coup tu as beaucoup moins d'unité qu'avec les gilets jaunes. Mais la grande différence, c'est que le mouvement contre le pass a eu des revendications plus délicates à poser que les gilets jaunes. Pass, oui, mais pas anti-vaccin. Anti-Pfizer, oui, mais pas anti-médecine. Enfin, récupération des partis politiques et l'étrange silence des syndicats qui avaient pourtant beaucoup de revendications à faire à ce moment-là. Bref, tout ce mélange-là, c'est pas aussi fort qu'un Macron démission et puis c'est tout. Surtout qu'à chaque vague, le peu des manifestants restants radicalisaient le discours, ce qui faisait rentrer le mouvement encore plus dans la confidentialité. Mais les manifestations ont eu lieu. Et face à Macron, c'était prévisible qu'il n'allait pas céder là-dessus. Il n'a pas cédé contre les gilets jaunes, il n'a pas cédé contre les cheminots et tout ça, il n'allait pas céder là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a montré qu'on était là. Et c'est pas tant un message qu'on a envoyé à Macron qu'un message qu'on a envoyé à tous les Français, en disant que là, il y a une injustice grave, on se mobilise, et à la prochaine, on se mobilisera encore. Du coup, si tu as hésité à la dernière, tu pourras encore nous suivre pour la prochaine. Surtout que le pass sanitaire va continuer et ses injustices avec qu'il y a une rébellion dans le monde de la santé, que des victoires juridiques sont remportées, que la pauvreté augmente et qu'il y a une explosion des burn-out. En fait, la France est en train de vivre dans sa profondeur une violence qui fera naître de toute façon, quoi qu'il arrive, une réaction. Sous quelle forme et quand, ça c'est une autre question, mais la réaction, elle viendra. Alors si nous n'avons pas eu la possibilité de faire la révolution cet été, c'est pas grave, nous avons tout de même existé et ça suffit pour laisser l'incertitude nous rassurer. Et évidemment, tout ce qu'on dit là, c'est quelque chose qui ont été fait beaucoup trop rapidement pour que ce soit une analyse sérieuse. Si tu veux peaufiner les sujets, il y a tous les liens en description et je t'encourage aussi à aller voir tous les sites qu'on cite souvent, comme Nantes Révoltée, Révolution Permanente, Mediapart, Le Vent se lève, Bastamag, tout ça. En fait, tu as plein de médias en France qui font le job, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Internet, juste avec du format écrit, qui fait qu'en fait, tu arrives à penser la politique indépendamment de la télé, indépendamment de tous ces trucs-là. Et c'est vraiment une qualité qu'on a en France qu'il faut user et abuser. Et c'est vraiment une spécificité française, une qualité française d'avoir autant de contre-médias et du coup, il faut en profiter un maximum, il faut les user jusqu'au bout. Et évidemment, le Canard Factor, c'est 2 à 3 vidéos par semaine. N'hésite pas à t'abonner, surtout si tu veux soutenir la chaîne. N'hésite pas surtout à partager, parce que c'est parce que vous partagez qu'on arrivera véritablement à avoir un rapport de force médiatique dans la bataille qui s'annonce pour les présidentielles. Que tu sois pour un candidat ou pas, l'intérêt c'est qu'on arrive à politiser un maximum de personnes, et c'est ça le rôle du Canard. Du coup, si ça te plaît, tu peux partager, tu peux même soutenir, il y a tout en description, si tu peux, si tu veux. Sur ce, Ami Réfractaire, 10 bisous et à la prochaine. Ouais.